Bonjour à tous, il est 7 heures et bienvenue dans Bonjour Omerta. Aujourd'hui, retrouvez les moments forts de l'entretien entre Régis Le Sommier et l'ancien officier des renseignements suisses, Jacques Beau. Dans cet entretien réalisé il y a 2 mois, l'influence américaine et européenne sur la Russie est remise en cause. Je vous souhaite un très bon visionnage. Durant la réunion de Washington, je vous rappelle que Trump s'est esquivé pendant un bref instant pour aller téléphoner à Vladimir Poutine et justement lui poser la question d'une réunion en bilatérale entre Trump et entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Mais quand vous lisez la transcription qu'on a donnée Yuri Ochakov sur le site du Kremlin, vous remarquez que les Russes n'ont absolument pas accepté ça. Ils ont accepté de continuer le travail des délégations, d'éventuellement élever le niveau des personnes présentes dans la délégation, mais il n'y a absolument aucune acceptation d'une rencontre entre Zelensky et Poutine. Ça, c'est ce qu'a dit Trump. Mais c'est dans la réalité, et j'ai tendance à me fier davantage à la position russe parce que les Russes sont restés absolument cohérents tout au long sur cette question-là. Et ils ont dit, Vladimir Poutine a dit à plusieurs reprises, et je pense qu'il est resté parfaitement cohérent là-dessus, et c'est logique d'une certaine manière, qu'il n'avait pas d'opposition à rencontrer Volodymyr Zelensky, mais Ah, il disait qu'on pas ça était... avant, hein, c'est nouveau ça quand même. Ah, je pense qu'il l'a dit à plusieurs reprises, et il l'a dit dans plusieurs conférences, qu'il a dit qu'il était prêt à le rencontrer, mais pas maintenant. Il a dit, c'est trop tôt maintenant pour le faire, il faut d'abord qu'il y ait, qu'on soit, en fait, si vous voulez, pour lui, et je pense que c'est assez logique que ce soit comme ça, la rencontre entre Zelensky et Poutine, ça doit être le climax, comme on dit dans Hmm. un film, c'est le climax du rapprochement entre les deux pays. C'est-à-dire que tout un travail de négociation doit avoir été fait en amont, de façon à ce que les positions se soient rapprochées à un point tel qu'on est prêt à signer quelque chose. Aujourd'hui, on constate les Américains comme les Européens, constatent qu'ils n'ont pas les moyens d'imposer quoi que ce soit à la Russie. Ils n'ont pas les moyens. Et quand on parle des cessions de territoire, cette cession de territoire, elle est valable dans la mesure où on- ces territoires seraient pris, entre guillemets, pacifiquement. Mais lisez bien ce qu'a dit Vladimir Poutine en juin 2024. Il a dit que ces territoires doivent être libres de troupes. Il n'a pas dit que ça devait être nécessairement un retrait. Le mieux, ce serait que ce soit un retrait ukrainien. Mais si ce n'est pas un retrait ukrainien, ils les prendront. Ça prendra plus de temps, mais ils les prendront. Donc, d'une manière ou d'une autre, la Russie prendra ces territoires. Vous pouvez Hmm. jouer avec les pourcentages, ou en tout cas, elle a dans la tête de prendre ces territoires parce que ces territoires sont la composante dénazification de l'objectif qui est maintenant placé à un niveau plus stratégique, si vous voulez, qui est, et d'ailleurs, quand vous lisez des remarques de Sergei Lavrov qu'il a faites hier, il a dit notre priorité, c'est la protection des populations. C'est la raison pour laquelle nous sommes entrés en Ukraine. C'est la raison pour laquelle ils sont entrés en Ukraine, c'est la Hmm. protection des populations. Et c'est pour protéger ces populations, c'est-à-dire les soustraire à des lois qui font la distinction entre les ethnicités, Mhm. parce que c'est la loi du 1er juillet 2021 que j'ai expliqué à de très nombreuses reprises, mais que tout le monde se refuse à citer, mais c'est une chose qui, pour les Russes, est très importante. Et c'est pour les soustraire à cette loi que les Russes veulent avoir l'intégrité de ces 4 régions, afin de soustraire la population. Donc, la question de savoir si on peut ou pas les échanger, etc., c'est un peu une question, j'allais dire, elle est importante parce qu'elle signifiera des pertes humaines, ça c'est inévitable, mais fondamentalement, c'est une fausse question. Parce que du point de vue des Russes, ils les prendront de toute manière.
Alors, vous du point de pensez vue des Russes. ouais, Alors, naturellement, à condition qu'il n'y ait pas de revers militaire, etc. mais Mais en mmh, l'état, on a un peu l'impression que c'est eux qui tiennent le couteau par le manche. Donc ça, c'est déjà la première chose. mmh, Vous voyez? Et alors évidemment, Zelensky, on comprend qu'il ne veut pas donner ses territoires et on comprend aussi qu'il invoque la Constitution dont il est, en admettant qu'il soit légitimement président, on peut discuter ça, c'est encore une question juridique qu'on ne va mmh, pas débattre ici, mais en admettant qu'il soit effectivement légalement dans sa position de président, il est garant du respect de la Constitution. Par conséquent, il ne peut pas, sans en référer au Parlement, libérer bien ses sûr, il territoires. faut qu'il Mais aille notez que au Rada, oui. Vladimir Poutine a le même problème. Mmh. Oui. Vladimir a le même problème exactement. Donc, en fait, du fait que les deux ont exactement un problème symétrique, on ne devrait pas trop en tenir compte parce que les constitutions, de part et d'autre d'ailleurs, elles peuvent s'amender d'une manière ou Amender, d'une bien autre. sûr. Alors, Les justement garanties de sécurité. oui. Alors ça, c'est un autre thème qui est très mal compris et en particulier en France, enfin, en tout cas par Emmanuel Macron, mais je pense que d'une manière générale en France aussi, parce qu'on confond deux choses. On confond les garanties de sécurité, c'est-à-dire les garanties pour la viabilité, la sécurité de l'Ukraine à long terme, première chose, Mmh. et le maintien de la paix dans une phase intermédiaire qui pourrait être la phase dans laquelle le traité de paix entre en application, si vous voulez, où il s'agit effectivement de maintenir la paix. Je vous rappelle que j'ai été chef de la doctrine des opérations de maintien de la paix des Nations Unies pendant 2 ans, donc je connais un petit peu ce sujet-là. Donc c'est deux choses différentes. Et quand on entend Emmanuel Macron, on a un peu l'impression que lui, quand il parle de garantie de sécurité, il parle de force de maintien de la paix. Mmh. Et ces forces-là, elles peuvent pas être, elles sont pas dans le long terme, si vous voulez. C'est quelque chose de court terme qui peut-être doit être envisagé, mais pas nécessairement d'ailleurs. Si la paix est signée de bonne foi de part et d'autre, et si de bonne foi on accepte la situation telle qu'elle est, il n'y a Mmh. pas nécessairement lieu d'avoir des opérations une opération respectivement des troupes de maintien de la paix. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose sont les garanties de sécurité. Les garanties de sécurité, c'est une notion qui est beaucoup plus politique, qui est politico-militaire, si vous voulez, mais qui n'est pas nécessairement liée à la présence de troupes sur le terrain. Mmh. Et je vous rappelle que dans le projet que Zelensky avait donné aux Russes en mars 2022, qui a finalement été retiré à la demande des Européens, c'est-à-dire de la Grande-Bretagne, de la France et de l'Allemagne, Zelensky avait prévu, enfin son équipe ou ceux qui ont fait l'ébauche de ce projet, qui était d'ailleurs acceptable pour les Russes, hein, il y avait des garanties de sécurité là-dedans. Et ces garanties de sécurité, elles étaient d'abord, elles prévoyaient que l'Ukraine ne ferait pas partie de l'OTAN, mais que pour garantir la sécurité de, de l'Ukraine, il y aurait un certain nombre de pays, entre 10 et 15 maintenant, j'ai pas vérifié ce chiffre, mais c'est entre 10 et 15 si ma mémoire est bonne, de pays, y compris la Russie d'ailleurs, qui comprenait également la Russie, qui garantissait la sécurité de l'Ukraine, qui aurait également une force armée qui était limitée, d'ailleurs dont Zelensky avait lui-même formulé la dimension. Donc, il y avait une armée minimum pour l'Ukraine et un certain nombre de pays européens ou extra-européens, puisqu'il y avait sauf erreur le Brésil, et qui était prêt à garantir la sécurité. Il me semble qu'il y avait la Chine, mais je pourrais me tromper là-dessus. Un certain nombre de pays qui devaient garantir la sécurité. Mais cette garantie, elle est politico-militaire, c'est-à-dire qu'elle ne nécessite pas nécessairement des bases, etc. D'ailleurs, l'accord prévoyait qu'il n'y aurait pas de bases étrangères sur le sol ukrainien. Et ça, c'était la proposition ukrainienne. Donc, vous voyez, quand on parle de garantie de sécurité, les Européens le voient toujours à l'aune de ce qu'est l'OTAN, si vous voulez. Et euh, comment dire, s'il n'y a pas d'OTAN, alors c'est l'Union européenne qui devient une forme d'OTAN. Et d'ailleurs, Sergei Lavrov avait Ce lui-même sera peut-être ça. déclaré en juillet 2023 qu'aujourd'hui, l'Union européenne
est devenu un mini-OTAN d'une certaine Mmh. manière, puisque Ursula von der Leyen, d'ailleurs, a fait tout un effort pour réarmer l'Europe et lui donner une capacité militaire, militaire intégrée, je veux dire. Donc, on est dans une situation où l'Ukraine, en avril 2022, était prête à avoir des garanties de sécurité qui sont beaucoup plus dans l'esprit de ce que comprennent les Russes, c'est-à-dire des garanties de sécurité qui sont non pas euh, sous la forme de blocs qui s'opposent, mais au contraire sous forme de plusieurs pays qui se mettent d'accord pour assurer la sécurité Mmh. d'un autre. Je pense qu'à partir du moment où les Américains ont décidé qu'il devait y avoir une solution au conflit, je pense que ça facilite beaucoup les choses. Parce qu'on remarque qu'en Europe, d'ailleurs, vous avez que 7 dirigeants européens qui étaient là, sauf erreur, c'est 7 ou 8. Oui. Donc déjà, l'Europe n'est pas unie sur la manière de résoudre le conflit. Donc au moins, l'avantage ici, il y a plusieurs points positifs dans cette situation. Tout d'abord, on a ouvert un canal de discussion. Et ça, c'est le mérite de Trump d'avoir eu le courage de dire, eh bien, on parle avec les Russes. Et ça, c'est important. Alors, les Russes y ont vu tout de suite leur avantage parce qu'ils reviennent sur la scène politique, ils reviennent sur la scène internationale comme superpuissance, comme interlocuteur direct des États-Unis. Mmh. Et, et ça, c'est un élément important. Mais là, il y a déjà quelque chose d'important. Le tabou de ne plus parler à la Russie a été brisé. Ça, c'est un élément important. On s'aperçoit aussi que dans le communiqué que les pays européens, d'ailleurs c'est les mêmes que ceux qui étaient autour de la table, ont fait le 9 août, lorsqu'ils étaient en visite en Grande-Bretagne, ils ont fait un communiqué disant qu'ils étaient pour une diplomatie active. C'est d'ailleurs assez surprenant parce qu'ils n'ont absolument fait aucun effort dans le sens de Mmh. la diplomatie depuis le début du conflit. Mais tout d'un coup, ils sont très favorables à ça. Donc, on voit que la position américaine Inondé, oui. comment, les désinhibe un tout petit peu dans ce Ouais. sens-là, ou devrait. Mmh. Mais plus concrètement, le fait que les Américains prennent l'initiative, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un dans le monde occidental qui prend l'initiative. L'Europe n'est pas crédible sur le plan diplomatique. Aucun des pays européens n'est diplomatique n'est crédible parce que on ne sait pas. Vous voyez, si la France décide de faire quelque chose vis-à-vis de la Russie, on dira oui, mais est-ce que la France représente l'Union européenne? Elle Mmh. fait ça à titre personnel, etc. Donc on a créé au sein de l'Union européenne, au niveau diplomatique en tout cas, on pourrait sans doute parler du niveau économique, mais au niveau diplomatique, on a créé une sorte d'ambiguïté là-dedans. On ne sait plus qui représente qui. La diplomatie européenne est inexistante. Kaja Kallas, visiblement, n'a pas le niveau pour résoudre de telles crises. Et donc, on n'a absolument rien. Et les pays individuels qui voudraient le faire n'ont pas l'autorité pour le faire. Et d'autre part, vous avez les Britanniques qui sont très impliqués dans tout ce processus, mais qui ne font pas partie de l'Union européenne. Donc, on voit bien qu'il fallait un chef de file. Et là, Trump l'a fait. Donc, ça, là, on est dans les éléments positifs. D'accord. Maintenant, il faut aussi reconnaître qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été débloquées d'une certaine manière. D'abord, l'idée que les Russes allaient conserver du territoire ukrainien. Je rappelle qu'avant, on disait que c'était exclu qu'ils conservent Ouais. du territoire ukrainien. Aujourd'hui, c'est admis, alors que ce soit sur la ligne de front, que ça se fasse par le biais d'échanges, on peut trouver. Voilà. Toujours est-il que l'idée que les Russes conservent les territoires qu'ils ont est maintenant admise. Il est également admis que l'Ukraine ne ferait pas partie de l'OTAN. Et toutes les discussions sur les garanties de sécurité que vous avez eues ne font en fait que confirmer Mmh. l'acceptation On a évolué. implicite Mmh. qu'il n'y aurait pas d'OTAN pour l'Ukraine. Mmh. Donc on voit qu'on a quand même beaucoup avancé. Par ailleurs, tous les pays occidentaux se trouvent dans la même situation, qu'ils ont une opinion publique qui est plutôt favorable à une résolution du conflit. Et que l'idée de prolonger le conflit, comme voudraient le faire les Européens, et naturellement ça, on peut mieux le comprendre des Ukrainiens, eh bien ça, c'est en décalage par rapport à leurs opinions publiques. D'ailleurs, même en Ukraine, l'opinion publique, on l'a vu dans ce dernier sondage qu'a fait Gallup, que en réalité, la population ukrainienne aujourd'hui en a assez, qu'elle voit que plus on avance, plus elle perd. Par conséquent, il y a un moment, il faut se rendre compte que ce qu'on fait devient inutile et même devient au détriment du pays.